Bonsoir à tous. Ce soir, c'est un véritable roman policier, un film à l'ancienne que vous raconte Michel Zendali et Jean-Bernard Menou. Méticuleusement, ils ont reconstitué une évasion spectaculaire qui a frappé la Suisse romande de stupeur, celle qui a permis à un membre du fameux gang des Pink Panthers de s'échapper de la prison de Bochu l'été dernier. Vous allez voir comment cette invraisemblable évasion, menée comme une opération militaire, a été planifiée, le réseau de complices soigneusement mis en place et l'opération dirigée avec une vitesse foudroyante. Pour la première fois, nous avons eu accès à des informations détaillées. Des acteurs proches de cette évasion se sont confiés. Certains n'ont pas pu ou ont préféré ne pas montrer leur visage dans un film. Mais surtout, cet épisode a suscité une véritable crise dans le milieu pénitentiaire et ouvert un large débat sur les prisons suisses, pas seulement leur perméabilité, mais aussi leur rôle. Car vous allez entendre dans ce reportage, probablement pour la première fois en Suisse, d'autres évadés. Ceux-là ont purgé leur peine. Tous racontent cette obsession quand on est détenu, prendre la poudre d'escampette et surtout entretenir l'espoir qu'il est possible de s'échapper. Surprise, vous allez découvrir que c'est prévu par les autorités pénitentiaires. Oui, car s'il n'y a pas de prison de haute sécurité en Suisse, de pénitencier dont il est impossible de s'échapper, c'est intentionnel. Car sans espoir d'évasion, on devient fou en prison. Regardez. Je crois que tout le monde pense à l'évasion. J'étais vraiment comme une bête, et puis c'était la fuite. J'ai jamais souhaité avoir un oiseau. Il n'y a pas de raison que je fasse subir à un oiseau le fait d'être en cage alors que moi je me considérais comme en cage. Ah ouais, c'est la condition du fond. Quand on est en prison, on cherche de sortir, hein, c'est sûr. Tout seul, les prisons suisses, c'est très difficile de s'évader seul. Mais avec des aides extérieures, pour l'instant, c'est relativement encore facile. Je me suis toujours dit, la justice aura mon corps, mais pas mon âme. In Switzerland, the hunt is continuing for two inmates who... 25 juillet 2013, la Suisse a les honneurs de CNN. La chaîne américaine interrompt ses programmes pour annoncer l'évasion à Orbe dans le canton de Vaud de deux bandits, Adrian Albrecht et Milan Poparic. Le premier est un Valaisan, plusieurs fois condamné pour des hold-up, mais c'est le deuxième nom qui fait sursauter. Poparic est en effet un membre du terrifiant gang des Pink Panthers, spécialisé dans les hold-up de bijouterie. Depuis 15 ans, cette centaine d'anciens miliciens yougoslaves a réalisé plus de 300 attaques à main armée pour un butin de 300 millions de francs. Une chaîne de télévision chinoise a diffusé sur Internet une reconstitution approximative de l'évasion. Ce 25 juillet, il est 19h30 environ à Bochu. C'est l'heure du sport. Soudain, deux véhicules traversent les champs autour des épéaux. Arrivés près du grillage, les deux conducteurs sortent des kalachnikovs et tirent en l'air. Ils dressent deux échelles. Albrecht et Poparic se précipitent et franchissent l'obstacle. Le quatuor met alors le feu à la camionnette et s'enfuit dans le van. L'opération a duré un peu plus de 2 minutes. Les agents de détention se sont mis à l'abri, ils ne sont pas armés. Les photos que vous allez voir figurent dans le dossier d'instruction. Elles ont été prises quelques minutes après l'évasion et sont plus précises. L'un des véhicules est une camionnette à pont basculant. Pour parvenir au grillage, les deux véhicules ont repoussé 3 mètres de barbelés posés au sol. Les deux échelles sont de modèle tout à fait courant. Voici le plan d'évasion tel que l'ont reconstitué les policiers, et voici un plan que ces mêmes policiers ont découvert en fouillant les cellules du pénitencier. Entre les deux, d'étranges similitudes. Sang-froid, audace, violence, chez les Pink Panthers on s'évade comme on attaque une bijouterie. Auteur d'un hold-up à Neuchâtel en avril 2009, Poparic purgeait à Orbe une peine de 8 ans de prison. Les Pink Panthers, cet homme les connaît bien. Bonjour, j'ai rendez-vous avec la télévision suisse romande. Bien sûr, au 5e étage avec la... D'abord à Genève, puis à la police fédérale, il les traque depuis des années. Les Pink, nous a-t-il expliqué, ce n'est pas une mafia, mais plutôt des groupes agissant de manière indépendante. Yann Glacé, une ambiance de luxe comme ça, c'est bon pour les Pink, ça. On est au cœur du problème. Un palace, le luxe, effectivement, c'est une des images qu'on a des Pink Panthers.
À votre avis, pourquoi les Pink Panthers choisissent la Suisse? Elle a une réputation de coffre-fort, donc c'est un point de passage, c'est au milieu de l'Europe, c'est extrêmement facile à rentrer, extrêmement facile à sortir. Et puis, il y a des connexions. Il y a une grosse communauté d'ex-Yougoslavie qui habite en Suisse sur lesquelles ils peuvent aussi s'appuyer pour monter sur des braquages. Démonstration de la méthode Pink, ici en 2005 à Saint-Tropez, à quelques mètres du bâtiment de la police. Après un ou plusieurs repérages dans les jours qui précèdent, en plein jour, à visage découvert, la bande surgit dans une bijouterie, braque le personnel, brise les vitrines et rafle tout. Profitant de la cohue, les bandits courent jusqu'au port et s'enfuient en hors-bord. 2 minutes pour un butin de 2,5 millions de francs, simple, efficace, mais terriblement violent. Puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le traumatisme. Parce qu'on oublie toujours la personne qui est derrière, à un moment donné, qui se retrouve derrière l'arme dans une bijouterie, donc l'employé de bijouterie, qui se retrouve braqué par un gars dont elle ne sait pas du tout les intentions. Très souvent, dans les témoignages qu'on a eus de ces gens-là, c'est qu'eux pensent, à un moment donné, ils pensent mourir. Donc il y a un traumatisme derrière qui peut rester à vie, et c'est énorme. En revoyant ces images, on comprend bien la terreur des victimes. Mais revenons à l'évasion d'Orbe. Ils sont donc 4 dans la nature, et que font-ils, inspecteur? On sait que dans les minutes qui suivent une évasion, les véhicules qu'on utilise, ce genre de choses, va être signalé très vite. Donc ça veut dire qu'on sait que tout le monde est sous alarme. Au niveau suisse, toutes les polices, les gardes frontières, les pays avoisinants vont être sous alarme. Donc ça veut dire qu'il faut prendre ça, avoir ça à l'esprit, et puis prendre des mesures de manière à pouvoir éviter d'être contrôlé. Ça veut dire des changements de véhicules, ce genre de choses. Maintenant, après, l'autre possibilité, c'est de se dire, on fait le coup, on s'évade. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver un appui logistique et un appartement ou une planque, pas trop loin, de manière à éviter de circuler. Et puis on va se cacher sur place. C'est des choses qui sont toujours faites, qui sont effectivement assez logiques. Après l'évasion du pénitencier de Bochu, se cacher, puis trouver une planque. C'est exactement comme ça que vont agir Albrecht, Poparic et les 2 Roumains qui les ont aidés. 10 jours après leur évasion, on les retrouve dans le canton de Fribourg, dans la station des Paco. Un endroit plutôt calme à cette saison. Ils n'y viennent pas par hasard, car c'est au Paco qu'habite Michel J., un personnage qu'Adrien Albrecht a rencontré en prison. La prison, Michel J., ça le connaît. Il y a passé 25 ans après sa condamnation à la prison à vie en 84 pour le meurtre de sa femme. Je vous emmène voir l'endroit où habite Michel J. Ce dernier nous a dit que c'est forcé et contraint que 3 jours durant, il va héberger dans son chalet les 4 fuyards. Ce chalet, le voici. Sorti de prison depuis 3 ans, Michel J. nous a reçus dans son chalet et longuement raconté sa version des faits. Mais en octobre, au moment du tournage, un juge a décidé de sa remise en détention. Pas de Michel J. à l'écran donc, mais seulement son témoignage que nous avons minutieusement vérifié. Au bout de 3 jours, Michel J. nous a dit que la cohabitation avec les malfrats devient pénible. Ces derniers lui demandent donc de leur trouver une planque plus sûre. Michel J. alors s'exécute, parce que nous a-t-il dit, on menace sa famille de représailles. Il va chercher pour les malfrats une planque, un chalet, où ils pourront se cacher. Et il va venir dans cette agence immobilière. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc un jour, monsieur J. arrive ici dans votre agence, et qu'est-ce qu'il vous demande? Eh bien, il m'a demandé si j'avais un chalet disponible pour le dimanche suivant. Un chalet, si possible, tranquille, avec un garage. Parce ses hôtes avaient une voiture, une importante voiture, et ils voulaient la mettre dans un garage. Et qu'est-ce que vous lui avez proposé? Eh bien, je lui ai proposé le chalet Le Braserio, qui était disponible dès ce dimanche, mais sans garage. Qu'est-ce qu'il vous a dit des personnages qui allaient venir habiter ce chalet? Eh bien, il m'a dit que ce seraient des amis de son frère qui étaient en France, et il m'a fait croire que ce serait un homme politique français qui allait venir avec chauffeur et garde du corps. À un moment donné, vous faites l'affaire, monsieur J. se dit intéressé par ce chalet, qu'est-ce que vous lui donnez? Ben, je lui donne 2 clés, comme je donne à chaque locataire. Vous avez sur le nom du chalet, et il y a aussi mes coordonnées en cas de perte de la clé. C'est plus facile de retrouver. Allez bien cette clé. Vous verrez que dans la suite de l'histoire, elle a son importance.
Et c'est ici, dans ce chalet, que ce qui est maintenant la bande des 4 s'est caché. Il y a là les 2 évadés des EPO et leurs 2 complices. Ils y resteront pendant une dizaine de jours. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Martinez. C'est ici que ces 4 malfrats ont séjourné. C'est là qu'ils ont habité pendant 10 ou 15 jours. Au dire du voisinage, la bande des 4 ne sort pas souvent du chalet. Et c'est Michel J qui assure leur ravitaillement, au moins une fois par jour. Au menu, saumon, caviar et champagne. Conduit par Michel J, c'est Adrian Albrecht qui sort le premier. Le Valaisan prépare la suite de la fuite. Et pour cela, il se rend plusieurs fois en Valais, son canton d'origine. C'est Michel J qui le raconte. À plusieurs reprises, dans leur fugue à travers la vallée du Rhône, Adrian Albrecht ordonne l'arrêt de la voiture. Il disparaît quelques minutes, puis revient, les poches pleines de billets de banque. Cet argent, Albrecht l'emprunte à des connaissances. Mais nous voici à Agarn, dans le Haut-Valais. C'est le village de la famille d'Albrecht. Ce Haut-Valais où le bandit a déjà été arrêté en 1992 après une autre évasion. Adrian Albrecht pousse l'audace jusqu'à revenir dans son village, là où on l'a vu l'être, là où il était un peu le caïd, là où habitent ses amis, ses parents. Il visite un chalet qui appartient à la famille. Il le visite par effraction. Il ne sait pas qu'il a été observé par des voisins et sans doute dénoncé. Et se met en place alors une souricière pour l'arrêter. La police de proximité n'est pas un vain mot dans cette région où tout le monde se connaît. Et c'est un policier du Haut-Valais, Gert Zengafinen, qui recueille les premiers indices de la présence d'Albrecht dans le village d'Agarn. C'est clair qu'un personnage qui est en fuite reviendra toujours dans sa région d'origine. Là où vivent les gens qu'il connaît, là où il se sent à l'aise parce qu'il connaît les lieux, la géographie. Est-ce que je peux vous demander si quelqu'un l'a dénoncé? Non. Je ne peux pas répondre à cette question. Alors, est-ce que quelqu'un l'a dénoncé? Là, je vous pose la question. Je ne rentre pas en matière, là. Ce sourire crispé, c'est presque un aveu. Oui, bonjour monsieur. C'est qu'aujourd'hui, les polices ne se contentent plus des traditionnels appels à témoins lorsqu'elles recherchent des évadés dangereux. Elles disposent d'une arme plus efficace. Facebook, qui devient une redoutable machine à délation. Une police moderne déjà communique et on est dans ce devoir d'information au souverain et avec un retour par rapport à des informations concernant les affaires graves. Donc on a l'information classique entre guillemets via les médias et l'on fait aussi appel via notamment Facebook, nos 2 pages Facebook. On a plus de 9000 personnes qui nous suivent et ça a un effet de partage incroyable. Donc on peut toucher des dizaines de milliers de personnes grâce à ce moyen-là avec des informations en retour, c'est très bien. Le droit triomphe grâce aussi à cet appui des citoyennes et citoyens. Amen, citoyens honnêtes, dormez en paix. La souricière dont nous parlions, la voici. Dans le rôle des chats, la police valaisanne. Nous sommes le 28 août 2013. Les agents ont préparé un barrage près de Sierre. Pour les appuyer, sont aussi accourus les Rambo de son détachement spécial, bottés armés et anonymes pour cause de sécurité. Ils nous ont rejoué la scène de l'arrestation d'Adrian Albrecht et de Michel J. Sortez du véhicule! À terre, au sol! Au sol! Au moment où la police les intercepte, leur voiture est sur le chemin du retour. Les 2 voulaient revenir au Paco. À genoux! Au sol! Michel J nous l'a dit, cette arrestation, c'est pour lui un soulagement. Depuis 10 jours, il vit sous la menace. Adrian Albrecht, qui portait un pistolet chargé, n'a pas opposé la moindre résistance. Lorsqu'ils fouillent les suspects, les policiers découvrent ça. Une clé, une étiquette, avec dessus l'adresse d'un chalet au Paco. Les policiers comprennent alors que c'est là qu'est réfugié le reste de la bande, c'est là qu'a séjourné Adrian Albrecht. La deuxième partie de l'opération peut commencer. Cette deuxième partie consiste donc à arrêter les locataires du chalet des Paco. Des voisins ont assisté à toute l'opération.
J'étais à la fenêtre juste La en haut. fenêtre, ah ben là, puis là-haut, tu vois bien. Ah ouais. T'as Puis bien vu. c'était déjà nuit. Bonjour, monsieur Colliard. Bonjour, monsieur. Alors, vous étiez là le jour de l'arrestation, je crois. Oui, tout à fait. En tant que propriétaire du chalet d'à côté, là, j'étais en première loge pour assister aux événements. Alors, expliquez-nous comment ça s'est passé. Eh bien, écoutez, moi, je regardais la télévision d'abord, et puis j'ai entendu tellement de bruit, des aboiements de chiens, un bruit d'hélicoptère, des gens qui criaient, des policiers qui entouraient un petit peu toute la surface, là, y compris la forêt. Je me suis dit, il y a un problème. C'était nuit et tout d'un coup, il y a un agent qui était là, qui nous a vus à la fenêtre, qui nous a dit, vous inquiétez pas, c'est la police. C'est ce policier fribourgeois qui a commandé l'opération. Il dispose d'une cinquantaine d'hommes et d'un hélicoptère doté du système FLIR de détection infrarouge. Vous allez l'entendre, l'affaire est conçue comme un débarquement de Marines. Là, l'hélicoptère nous a été d'un grand appui, surtout dans la phase, je dirais, avant que ça se déroule l'intervention même. S'il devait y avoir une contre-observation, bien, on pourrait nous voir dans le secteur et tout d'un coup une fuite. L'hélicoptère nous aura apporté un grand appui parce qu'on est dans un terrain extrêmement vaste là autour. Et s'il y a une fuite à pied d'un l'un ou l'autre adversaire, l'hélicoptère est le meilleur appui pour pouvoir suivre la personne depuis l'hélicoptère et nous donner au sol l'information où il se trouverait. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'intervenir de nuit? Ben, la nuit a son avantage, mais aussi son inconvénient. Pour nous, elle avait son avantage dans le secteur ici, c'est que c'est un endroit très calme, très peu de circulation, bien sûr, mais aussi c'est vite repérable si une voiture tourne là autour la journée. Et pour eux aussi, pour l'adversaire, on peut effectivement être assez vite repéré. Donc l'approche de nuit, l'arrivée de nuit est un avantage pour nous. Ça, c'est le premier point, mais il prend un deuxième point, c'est le temps qu'on a à disposition. Est-ce qu'on doit attendre que la nuit passe, attendre le lendemain? Est-ce que la nuit en question, ils ne vont pas peut-être quitter l'endroit et nous poser plus de problèmes que de savoir où ils sont dans le secteur ici, dans la maison? On a vu arriver les mafras qui étaient menottés et couchés droit devant le garage ici. Il y en avait 3. Et puis vous avez proposé à la police de participer. Alors moi, j'ai simplement dit à la police depuis en haut, écoutez, je peux vous mettre la lumière en bas si vous le désirez. Et puis on m'a dit non, c'est pas nécessaire et tout. Voilà. Et puis on m'a fait comprendre que c'était la police. J'ai dit oui, je m'en aperçois. Voilà. Fin de l'opération. 1 mois après leur évasion, les 2 évadés de Bochu et leurs 2 complices ont été repris. La Suisse est l'un des rares pays qui ne sanctionne pas l'évasion. Pas de supplément de peine, mais une punition. Le cachot. 10 jours, c'est normal pour une personne qui s'est évadée, qui est revenue d'une évasion, arrive à descendre 10 jours. Le standard, c'est 4 jours. Ça, c'est pour les personnes qui ont eu un attel la 3e fois ou des drogues, des choses comme ça. Ou plus haut, si c'est des bagarres ou c'est des tentatives d'évasion, des autres choses. Le danger ici, c'est quoi? Le danger pour le détenu, c'est sûrement s'il a le feu dedans et s'il fout le feu. Ça, c'est un des plus grands dangers qu'on a déjà aussi eu ici dedans et aussi dans les vieux cellules fortes, que le détenu, il avait pris quelque part entre les fesses ou sous le bras, un briquet dedans ou seulement des petits allumettes. Et maintenant, c'est des matelas en graphite qui ne prennent plus le feu, alors on peut foutre le feu. Ça va seulement un petit peu brûler, ça va chauffer un petit peu, ça va me donner un petit peu de fumée, mais ça ne va pas brûler. Pour prévenir les évasions, tous établissements confondus, les gardiens de prison font 1 ou 2 fouilles de cellules par semaine en l'absence des détenus. Ce qu'ils cherchent, ce sont les téléphones portables, transmis par des proches lors des visites. Et on les comprend. Dans l'affaire de l'évasion de Bochu, les enquêteurs ont découvert que les 2 évadés avaient passé près de 200 coups de téléphone à un complice à l'extérieur et à Michel J. Les gardiens cherchent bien des téléphones portables, mais pas seulement. Qu'est-ce que vous cherchez en fond dans cette boîte-là? Alors écoutez, on cherche des produits qui sont soit illicites ou bien des lames de rasoir. Ça c'est assez courant chez nous qu'on trouve des lames de rasoir qui ont été démontées et puis qui s'amusent à bricoler avec une brosse à dents. Avec quelle intention? Alors ça peut être 2 intentions. Ça peut être la première pour se faire du mal à eux-mêmes. Ou bien peut-être un petit peu... Quand il y a des tensions entre certains détenus, ils peuvent éventuellement s'agresser les uns les autres. Est-ce qu'il y a des cachettes que des détenus ont trouvées qui vous auraient épaté, vous?
Oui, ils vont par exemple jusqu'à démonter les grilles, ils peuvent cacher, démonter des catelles dans les prises, dans les lampes, voilà, jusque dans les murs même. C'est toujours un petit peu un jeu entre les détenus et nous. Nous, on trouve de nouveau une cachette et eux, ils trouvent de nouveau une autre. Et qu'est-ce qu'ils cachent en général? Qu'est-ce qu'ils cherchent à cacher? À chercher à cacher, c'est sûrement les choses qu'on a toujours, c'est des natels. À Bellechasse, les gardiens découvrent une dizaine de portables chaque mois. Au désespoir du directeur. Je ne vais pas vous faire un dessin maintenant, mais dans le corps humain, il y a des trous. Voilà, si vous voulez, je peux être plus explicite, mais aujourd'hui, avec les dimensions de tels portables, vous les mettez n'importe où et on ne peut pas toujours, chaque fois, fouiller la personne entière. Et là, si je dis personne entière, j'emploie presque un terme médical. Vous êtes obsédé par les portables. Pourquoi? Parce que ce n'est pas bon d'avoir un portable dans la possession d'un détenu. Je dois vous expliquer pourquoi? Oui. Qu'est-ce que vous faites s'il menace son ex-femme ou ses enfants? Qu'est-ce que vous faites quand il essaye de prendre la revanche avec des témoins qui ont témoigné contre lui pendant la procédure? Et bien sûr, il faut aussi voir que s'il fait partie d'un réseau mafieux, et ça c'est vraiment une nouvelle tendance, on n'aime pas trop qu'il peut discuter avec n'importe quelle personne à n'importe quelle heure. Et dernière observation, ce sont plus juste des téléphones portables. Ce sont des machins avec lesquels vous pouvez vous introduire dans l'Internet et soit regarder n'importe quelle cochonnerie, alors là, je ne cache pas mes mots, ou faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et ça, on ne veut pas. Mais alors, pourquoi vous n'avez pas d'appareil de brouillage? Parce que ça coûterait, quant à une première estimation, pratiquement un demi-million de francs. Et si on ne fera pas bien, on prendra le risque que les gens dans la région, eux aussi, ils auraient la communication par portable empêchée, voire perturbée. Et ça, on ne veut pas. C'est les coûts et c'est les effets secondaires possibles sur la région. Avant le temps des évasions high-tech, il y avait d'autres méthodes. Voici le champion toute catégorie de l'évasion à l'ancienne. Charlie Monet, 78 ans, les traits burinés et un je ne sais quoi de malice. En 1979, il se bat avec un cousin pour une sombre histoire d'argent. Il le tue, un accident dit-il, et jette son cadavre dans le Rhône. Cette affaire lui vaudra d'être condamné à la réclusion à vie. Mais le 5 octobre 81, Monet s'évade de la prison de Chandelon à Genève. À l'époque, c'est la plus sûre de Suisse. Une évasion à l'ancienne entre le comte de Monte Cristo et Jojo la bricole. À Chandelon, il y a des barreaux, mais aussi des vitres blindées. Alors, la solution, enfin, moi j'ai pensé, et, en réfléchissant bien, de m'attaquer à la vitre. Et comment vous avez fait? Vous êtes attaqué à quoi dans la vitre? Alors, à la vitre, j'ai prévu de scier la fixation. Je vais vous faire voir comment... J'ai justement un profil qui est pratiquement pareil. Alors, voilà comment c'était conçu. Je veux prendre quelque chose. Ça, ce serait la vitre. Hein? Alors, la vitre est là. Alors, j'ai prévu de scier tout le long. Avec quoi vous vouliez scier? Alors, je me suis procuré une lame de scie. Où ça? Alors, comme je faisais des réparations, j'ai réussi à me procurer une lame. Mais le problème, c'est qu'il fallait rentrer là-dedans. Alors, il fallait gratter avec 2 dents, 2 voire 3 dents, gratter jusqu'à ce que j'arrive dedans. Et comme je savais que les vers ne venaient pas contre le métal, parce qu'on est obligé de laisser du jeu pour la dilatation, donc ça permettait de passer la lame. Et puis c'est comme ça que j'ai scié tout le tour.
Combien de temps ça vous a pris? Oh, ça m'a pris en tout cas 2 mois. Ça fait du bruit tout ça? Alors, oui, ça fait du bruit, pas trop, parce qu'il faut penser que dans la prison, il y a toujours du bruit. Il y a les télévisions qui marchent, il y a les radios, il y a les gens qui parlent. Il y a toujours du bruit. Seulement, le problème, il ne fallait pas se faire voir, il ne fallait pas se faire prendre pendant que je sciais. Nos cellules étaient placées devant le Mirador. Alors, il fallait trouver le moment propice pour pouvoir partir. Et on s'est aperçu en guettant, si on veut, en regardant que dans la nuit, il y avait toujours un moment que le gardien n'était pas là. Il allait aux toilettes ou je ne sais pas quoi, il était absent pendant très court. Hein. Alors, il fallait prendre le risque à un moment donné de pouvoir partir. On est sorti de là sans violence, on a eu beaucoup de chance de ne pas être vus. Une fois la fenêtre franchie, Monet et un autre détenu passent le mur de Chandelon et fuient à pied, puis en train, jusqu'à Annecy, puis Amsterdam, où le Valaisan est intégré à une bande de trafiquants de drogue. Sa cavale dure 1 an. Il est ensuite arrêté en France en 1982 et condamné pour trafic de drogue. Il est finalement sorti de prison il y a 10 ans et coule aujourd'hui des jours heureux à Sion. On raconte que c'est facile, on dit oui en Suisse c'est facile à s'évader. C'est pas vrai. C'est partout difficile à s'évader parce que le système est conçu à ce qu'on ne puisse pas s'évader. Seulement il faut trouver la combine. Monsieur Monet, les prisons d'aujourd'hui, elles n'ont plus rien à voir avec celles que vous avez connues, non? Si, quand même. En gros, non, mais si, c'était déjà un petit peu comme ça. Des murs aussi hauts, des barbelés? Oui, oui, comme ça, oui, tout à fait. Oui. Vous, l'ingénieur en évasion, celle-là, elle vous fait peur? Vous pourriez sortir de celle-là, vous croyez? Pas du tout, pas du tout. Donc, c'est un mur, bien sûr, qui fait passer 6 mètres de haut. Mais il faut trouver la combine, il faut chercher et puis avoir un petit peu de chance. Et c'est possible de passer. Et vous connaissez un bon moyen de passer les barbelés, vous? Oui, bien, c'est sûr. Soit avec une couverture, par exemple, en jetant une couverture sur les barbelés, vous pouvez passer. Ou alors les couper, mais il faut se procurer une pince coupante. Plaine de l'Orbe, nous avons rendez-vous aux abords du pénitencier de Bochu. Dans les années 90, à tout juste 19 ans, le conducteur de cette voiture venait ici prendre livraison d'un évadé. Un jour, j'ai fait la connaissance d'un gardien de prison qui m'a proposé de garer un véhicule à un certain endroit et, suite à ça, d'attendre quelqu'un et de partir. Puis j'ai déposé la personne quelques villages plus loin. Et voilà. Les choses se sont passées simplement comme ça. Vous avez été rémunéré pour ça? Oui. Beaucoup? Pas mal. Vous pouvez dire le chiffre? Non. 30 000 francs. Celui qui vient de parler a touché cette jolie somme. L'homme veut garder l'anonymat. Appelons-le Bruno. À l'époque, c'est encore un apprenti voyou qui aide des voyous confirmés à s'évader. Cette évasion-là fera grand bruit, coûtera sa place au directeur de Bochu. La prison, Bruno la connaîtra plus tard. En attendant, il mène la grande vie. C'est même une figure du milieu à Lausanne. Il fait un peu dans la drogue et beaucoup dans la location de limousines. Et tout ce qui va avec, ou plutôt dedans. Bien sûr, j'avais de l'argent. Bien sûr, je vivais bien. J'avais des filles, tout ça. Mais en même temps, je vivais plus. Je répondais plus à mon téléphone. Je n'osais plus entendre la sonnette de mon appartement. J'étais persuadé que c'était la police qui était là. Et quand ils m'ont arrêté, j'ai été soulagé.
Jugé 2 fois dans le canton de Fribourg, Bruno est condamné en 2004 à 8 ans de réclusion pour lésions corporelles, trafic d'armes et de drogue, encouragement à la prostitution et un viol qu'il a toujours nié. Il a passé 7 ans en prison. Lui qui n'était pas un enfant de cœur va découvrir ce qu'est l'enfermement, promiscuité et violence. Qu'on ait été condamné pour un retrait de permis avec une peine d'emprisonnement ou pour un crime parce qu'on a tué quelqu'un, on est tous mélangés. On peut se trouver en cellule avec une personne qui a tué et là, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. On ne sait pas son état d'humeur et on ne sait pas ce qui va se passer et on ne sait pas à qui on a affaire. On dort avec le sommeil très 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 léger et on est à l'affût du moindre bruit. L'enfermement, pire, la condition d'une bête en cage. C'est au jardin zoologique de la Chaux-de-Fonds que Daniel Bloch nous a donné rendez-vous. Bloch, ancien de la bande à Fazel, condamné pour une impressionnante série de hold-up. Lui aussi parle de la prison comme d'un milieu toxique qu'on veut fuir par tous les moyens. Moi, j'ai été mis en cellule avec un type qui d'ailleurs vivait ici à la Chaux-de-Fonds, qui était cannibale, qui travaillait dans une morgue ici et qui m'avait dit qu'il mangeait le foie des gens de la morgue. Donc quand vous côtoyez des gens comme ça, ou d'autres personnes qui dysfonctionnent, bah, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, j'ai connu un gars, tous les 28 du mois, il pétait un câble. Il démontait sa cellule, il tapait les gardiens, il pétait un plomb. À partir du 28 au 30, c'était l'horreur. Et tout le reste du temps, il était absolument normal, comme vous et moi. Mais c'est un cas qui n'avait rien à faire en prison. Considéré dans les années 90 comme l'ennemi public numéro 1 en Suisse, Daniel Bloch a passé 14 ans en détention. 14 ans, c'est assez pour avoir vu les prisons se transformer. On ne voyait pas beaucoup de malades mentaux, on voyait des gens qui avaient, entre guillemets, commis une erreur, parce qu'on parlait d'une erreur, on s'amendait, on entrait dans ce processus de resocialisation, on sortait, puis ça s'arrêtait là. Tandis que maintenant, on est dans des populations malades, d'ailleurs même le système l'admet, qu'il y a de plus en plus de malades là-dedans, et tout est trouble. Ce climat difficile, cette prison devenue un parc à déséquilibrer, les gardiens la vivent aussi. Douloureusement. C'est clair qu'on a aussi beaucoup plus de personnes qui ont des problèmes mentaux, psychiques, qui nous donnent plus de boulot pour travailler avec ces gens. C'est aussi plus compliqué pour nous de gérer ces personnes parce qu'on ne sait jamais comment ils vont réagir. Disons que le personnel carcéral n'a pas une formation qui est forcément adaptée à ça. Si on a une dizaine de détenus qui ont des problèmes psychiques ou psychologiques dans une unité, à deux employés, on n'arrive plus à faire notre travail convenablement. Donc. Je pense que ces personnes, ils ont plus besoin d'un soutien médical que de la prison pour certains. Ce mélange des criminels ordinaires et des malades, c'est tout le drame des prisons d'aujourd'hui. Il contraint ceux qui y travaillent à une vigilance de tous les instants. En ouvrant un tiroir de cet atelier, nous sommes tombés sur un outillage plutôt agressif. Il y a un détenu ici, il prend une série de marteaux, là, et pas tout seul, les autres aussi. Il se rue sur vous. Qu'est-ce qui se passe? C'est un cauchemar. Alors bon, on n'est jamais à l'abri de... Voilà, on peut toujours penser que ça pourrait arriver, quelque chose comme ça. De mon côté, j'y pense pas. Parce que si on doit travailler avec la boule à l'estomac, ce serait pas agréable tous les jours. Et j'ai toujours dit, le jour où j'ai des inquiétudes et j'ai peur, je crois que j'arrêterai ce travail. De plus en plus de déséquilibrés en prison qui exigent une sécurité maximale. Surveiller, punir et oublier l'essentiel. Le pourcentage de détenus qui souffrent de troubles mentaux au sens très large du terme, et notamment ce qu'on appelle les troubles de la personnalité, est très élevé. Président de la commission chargée de la surveillance des prisons suisses, Jean-Pierre Restellini le dit, si la prison n'est qu'un enfer, elle rate son but. J'estime qu'environ 1 détenu sur 5 mérite d'être pris en charge dans une perspective thérapeutique, mais au sens large du terme. Ça ne veut pas dire de la psychiatrie pure sucre, ça veut dire bénéficier d'un encadrement qui va justement lui permettre de
réintégrer la grande famille sociale. La propension suisse aujourd'hui consiste encore trop souvent à les enfermer dans les quartiers de haute sécurité, à les laisser gauger dans les quartiers de haute sécurité, et puis ensuite, on s'étonne guère que ces gens ne progressent pas et que par conséquent, je dirais, l'estimation qu'on va faire de leur dangerosité ne fait que s'aggraver. Démonstration avec la dramatique affaire Skandervogt. Emprisonné à Bochu pour des délits mineurs, ce jeune homme met le feu à son matelas en 2010. Les gardiens arrosent la cellule d'eau, provoquant un violent dégagement de fumée. Mais ils n'ouvrent pas la porte, ils craignent le personnage. Quand il se décide à tourner la clé, il est trop tard, Skandervogt est mort, intoxiqué. Le citoyen normal a besoin d'être rassuré pour savoir que les méchants, entre guillemets, sont punis en prison. Et qu'à partir du moment où on leur dit « Ouh là là, mais ils ont le droit d'aller, par exemple, à la piscine, ils ont le droit, dans certains cas, de faire des sorties accompagnées », c'est quelque chose qui choque. Et on peut comprendre que ça choque. Quand on n'a pas finalement en tête que le but de la prison, c'est véritablement la resocialisation. Si vous êtes enfermé pendant des années, vous dégénérez entre des murs de béton et personne ne s'occupe de vous. Maintenant, je ne vais pas victimiser les malfaiteurs. Ils méritent leur peine. Mais dans ces conditions-là, vous avez une grande probabilité que lui, ça ne tourne plus dans la tête et il trouvera plus sa place dans la société. Faire que la prison reste un lieu vivable, c'est en somme le modèle européen. Aux États-Unis, on n'a pas le même scrupule. Souvent condamnés à de très lourdes peines, les détenus y sont parqués, surveillés par des gardiens harnachés comme des soldats. Retour à Bellechasse pour la ronde de nuit. Une sombre soirée de novembre, silencieuse comme un cimetière. T'as entendu du bruit là-haut, 4e? Non, ça joue, là, c'est bon. Il semblait qu'il y avait un drôle de bruit. Ouais. Non, c'est ok. Et de nuit comme de jour, pour les gardiens, les mêmes obsessions. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur Belp? Alors, je contrôle le parking extérieur, voir s'il n'y a rien de spécial, et puis les alentours du pénitencier. Vous avez déjà vécu les évasions, vous? J'ai déjà vécu des évasions, oui. Il y a eu, je crois, il y a un an, une évasion ici qui a commencé la nuit ou qui a fini la nuit. Alors, qui a commencé la nuit par une aide extérieure ou des aides extérieures qui ont découpé le treillis de la clôture. Et puis, pendant la pause, eh ben, ils ont pris la clé des champs, ils sont partis et une voiture les attendait. Et c'était très rapide. Il est clair que maintenant, il y a des moyens techniques qui permettent de mieux s'organiser que de par le passé. Exemple, le Natel, c'est notre travail quotidien d'essayer d'éliminer ces Natels, mais c'est très difficile. Ça rentre par différents moyens. Et puis, c'est un bon moyen de préparation aux évasions. Oui, établissement de Bellevue. Valérie Giannoli. Oui, je vous ouvre. Merci. Comment faire en sorte que la prison reste un lieu dont on sort un peu meilleur que lorsqu'on y est entré? C'est le casse-tête des directeurs de prison comme celle de Gorgier dans le canton de Neuchâtel. Visite des lieux avec Valérie Giannoli, chef du service pénitentiaire. Bonjour, merci. Où se trouve-t-on ici, madame Giannoli? Alors là, on va entrer dans un petit secteur cellulaire qui comporte 4 cellules. Voilà, donc on a une répartition des cellules sur les deux côté du bâtiment. Je peux vous en montrer une si vous souhaitez. Ok. Voilà. Est-ce que vous entrez avec moi? On peut la voir? Non. Le personnel du service pénitentiaire ne rentre jamais dans les cellules. Et pourquoi? Parce que c'est trop stigmatisant de filmer à l'intérieur de la cellule. Et puis on pourrait associer l'image à la détention. Or, le personnel ne peut pas associer son image à une cellule verrouillée. Mais moi, je peux y aller. Vous pouvez y aller. Alors j'y vais. Alors, ce qui étonne ici, c'est qu'il y a une clé à l'intérieur. Alors, les
Les détenus ont la possibilité de garder un espace privé. C'est la clé du détenu, c'est-à-dire qu'il a la possibilité de verrouiller sa cellule et pour que personne d'autre puisse avoir accès que lui, exception faite bien sûr du personnel de surveillance qui a une grosse clé et qui peut accéder en tout temps. Et donc lorsque le soir les détenus sont verrouillés dans leur cellule, c'est cette clé qui va tout verrouiller. Eux peuvent bien sûr plus ouvrir. Et puis là, alors, dans l'espace ça se termine ici, c'est... Alors ici, on a... C'est l'espace commun, justement. Voilà, c'est l'espace commun où les détenus peuvent se réunir, s'ils le souhaitent, manger ensemble, s'ils le souhaitent. Voilà, vous voyez, hein, ils ont la table de repassage, hein, c'est eux qui se débrouillent. Baby-foot, voilà, c'est quand même pas luxueux, mais ça permet d'avoir un minimum de vie en commun, un espace commun qui peuvent habiter ensemble. Quelqu'un qui viendrait ici pour la première fois aurait peut-être l'impression que c'est assez confortable. Qu'est-ce que vous lui répondriez? Je répondrais que la privation de liberté, c'est la restriction la plus importante des droits fondamentaux. Et ne pas pouvoir décider de ses mouvements, de son horaire, de ce qu'on mange et de son avenir est une punition extrêmement lourde. Voilà, alors là, on arrive dans le secteur des ateliers, avec l'atelier initial où les détenus, lorsqu'ils arrivent dans l'établissement, ils font une première phase d'observation où on observe leurs compétences, leur comportement. Tiens, et là encore, comme à Bellechasse, assez de marteaux et de scies pour une mutinerie en règle. Il n'y a jamais eu d'incident ici? Non, pas à ma connaissance. D'attaque contre d'autres détenus ou contre les gardiens? Pas à ma connaissance. Le fait que la possibilité de l'évasion existe, peut-être que ça calme aussi les tensions à l'interne. Parce que si la possibilité n'existe pas, si les prisons sont très sécurisées, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Bon, le risque, c'est d'avoir des comportements violents, des tentatives des agressions. Le risque, c'est qu'on ait des prises d'otages. Donc c'est de la violence à l'intérieur qui conduirait de toute façon à l'évasion, parce que le but, c'est de sortir des murs, mais avec un risque de passage à l'acte violent avant l'évasion. Violente comme ce 13 avril 2013, dans une prison du nord de la France. Redouane Faïd, dangereux bandit, plusieurs fois condamné, quitte sa cellule, un sac de linge sale à la main. On le conduit au parloir. C'est là qu'il sort un pistolet, prend 4 gardiens en otage, dont il se sert comme d'un bouclier humain face au Mirador. Dans son sac, il y a aussi du PEP 500, un puissant explosif. Faïd fera sauter 5 portes avant de s'enfuir. Il est repris 1 mois plus tard. Bon, les moyens utilisés sont tels qu'on ne peut pas garantir, il n'y a pas de certitude. À partir du moment où on veut une sécurité totale, il faut réinstaller des miradors aux 4 coins de la prison avec des hommes armés, et puis il faut installer l'armée autour de la prison. Et puis encore, on n'aura pas résolu tous les problèmes de sécurité. Donc ça comporte toujours un risque. Et très concrètement, vous êtes impuissant devant une voiture bélier qui tape un de vos murs. Oui, concrètement, sur le moment, on peut dire qu'on est impuissant. Revoilà nos Pink Panthers, ici à Bruxelles. Mais en mai dernier, c'est à Lausanne, de la très vieille prison du Bois-Mermet, que 5 malfrats se sont évadés. Une échelle contre le mur d'enceinte, le lancer d'un sac d'armes et par ici la sortie. Si je la remonte là. Une échelle du même modèle que celle de cet artisan à qui nous avons demandé une démonstration. Et puis elle ferait combien si on les déploie? Alors là, complètement ouverte, elle fait les 8,10 mètres. Dites-moi, descendez voir, j'ai quelque chose à vous demander. Oui. Si on la prenait et on allait l'appuyer contre ce mur là-bas, vous pensez que ça serait possible? Oui, ça doit aller. Mais c'est la prison, hein, là-bas. C'est la prison. Très proche du centre-ville, la prison du Bois-Mermet jouxte un quartier densément habité. Il est question de la fermer. Écoutez comment ses habitants parlent de leurs voisins quand ils s'évadent. J'étais en train de travailler dans mon jardin. Et puis j'ai entendu des voitures qui passaient dans le quartier à une vitesse plus élevée que d'habitude. Après, il y a tout de suite la police qui est venue, ils sont venus avec les chiens. Puis après, il y a des journalistes, il y a vos collègues qui sont venus, puis qui nous ont posé plein de questions. Voilà. Habiter près d'une prison, ça fait peur? Non. Moi, je vis ici, ça me dérange pas d'avoir la prison à côté.
Et par contre, chacun chez soi. Enfin, ils sont pas vraiment chez eux, vous me direz. Chez Guély, il y a quelques minutes, on entendait beaucoup de bruit ici. On entend souvent du bruit? Alors, c'est les prisonniers qui reçoivent des visites qui sont sur la route et puis qui discutent d'un côté à l'autre. C'est les visites familiales vues de l'extérieur de la prison, quoi. Vous voulez me montrer comment ça se passe? C'est juste à côté, la prison est là. Et donc, les familles viennent ici, elles s'installent dans ce jardin-là où vous êtes, là, ou à peu près, ou dans le jardin un peu plus loin. Alors, il y a ceux qui restent sur la route, il y a ceux qui sont sur la route, qui montent sur leur voiture, et il y en a de temps en temps qui rentrent dans les jardins, et puis pour essayer de s'approcher un peu plus. On a eu les familles avec le père qui insulte son fils d'avoir s'être mal conduit, on a les mamans qui pleurent, enfin voilà, on a vraiment de tout, quoi. On a eu aussi la Mercedes noire qui vient, qui prend des photos, on a eu un couple qui communiquait par signe. Donc il y a vraiment de tout, quoi. De quelle manière par signe, tiens? Alors la fille, le gars, moi je le voyais pas, mais la fille avait deux paquets de cigarettes et puis elle faisait... Manifestement, ils avaient établi un code entre eux et puis ils discutaient par signe. Quand il y a un nouveau détenu, moi je m'en rends compte parce qu'il y a des nouveaux visiteurs ou des nouvelles visiteuses. Et c'est vrai que c'est souvent les compagnes de détenus qui viennent leur parler depuis la rue. Et effectivement, depuis un mois, il y a une nouvelle jeune femme, si on peut dire. Ouais. Décrivez-la moi alors. Vous voulez que je vous la décrive physiquement? Les deux. Alors elle est mignonne comme un cœur, elle est blonde avec des yeux bleus, assez pulpeuse. Et puis elle vient s'installer sur le portail là, parce que je pense que son compagnon doit être juste en face là. Et puis elle l'interpelle, elle lui parle en italien, donc elle crie « Mi amor, mi amor ». Et puis c'est chou parce qu'à la fin elle lui dit « Je t'aime », puis elle s'en va. Excellente soirée à vous tous, très belle semaine et à bientôt.